Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant une pièce à conviction. Une seule. Un simple reçu, un bout de papier officiel. Pour la justice, c'est la preuve. La preuve irréfutable qui vient clore une affaire sensible. Mais pour la défense, c'est la preuve que toute la procédure a été truquée. Comment un seul et même document peut-il raconter deux histoires aussi radicalement opposées? C'est le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. On plonge au cœur d'une affaire qui secoue le Gabon, l'affaire Hervé Patrick Opianga, qu'on surnomme HPO. Tout commence en novembre 2024. Une perquisition assez spectaculaire à son domicile. De l'argent, des objets de luxe saisis, mais ce n'est pas l'enquête en elle-même qui nous intéresse. Non. C'est ce document qui a surgi après coup. Une quittance du Trésor public. Notre mission aujourd'hui, comprendre comment ce simple reçu est devenu l'épicentre d'une bataille acharnée sur la nature même de la justice. Et ce qui est absolument passionnant ici, c'est que ce document, il nous force à nous poser une question presque philosophique sur la justice. Qu'est-ce qui compte le plus? Le résultat final, c'est-à-dire, est-ce que les biens saisis ont bien été enregistrés par l'État à la fin? Ou alors, est-ce que c'est le respect scrupuleux, impeccable de chaque étape du chemin pour y arriver? Toute cette affaire HPO, en fait, c'est une confrontation brutale entre ces deux visions du monde. C'est le combat de la preuve par le résultat contre la preuve par le processus. D'accord, donc on n'est pas juste dans une simple chicane d'avocats. On est vraiment au cœur d'un débat sur ce qui rend la justice légitime. C'est beaucoup plus profond. Alors, posons les bases. Ce fameux document, c'est la quittance numéro 12-150-05, datée du 3 décembre 2024. Elle atteste que tout ce qui a été saisi chez HPO a bien été déposé dans les coffres de l'État. Sur le papier, ça a l'air d'être une procédure administrative tout à fait standard, non? En théorie, oui. Une quittance du Trésor, c'est un outil de transparence, de confiance même. C'est l'État qui dit « Nous avons bien reçu X, Y et Z ». Tout est comptabilisé, tracé, sécurisé. Voilà. C'est une garantie contre la perte, le vol ou l'altération des preuves. C'est censé être le point final qui rassure, qui clôture une opération. Sauf que là, dans cette affaire, ce point final est devenu le point de départ d'une guerre d'interprétation. Alors, explorons la première interprétation, celle du camp du procureur, qui est défendue publiquement par le journaliste Clé-Martial Obamakwe. Pour eux, cette quittance, c'est une pièce administrative incontestable. C'est l'arme fatale, quoi, celle qui devrait faire taire toutes les critiques. Et leur argument, il repose sur un détail, la précision quasi chirurgicale du document. Et c'est là que ça devient fascinant. La quittance ne dit pas juste de l'argent et des bijoux. Non, non. Elle liste une somme totale au franc près, 179 645 449 francs CFA. C'est extrêmement précis. Oui, dans le détail, ça donne 155 millions en liquide, 29 700 euros et d'autres devises. Mais ce n'est pas tout. Non, il y a la liste des objets. La liste des objets, on dirait l'inventaire d'une boutique de luxe de la place Vendôme. On parle de 7 montres Breitling, 7 paires. une Rolex, une Audemars Piguet, une Corum, et ça continue. 4 bracelets, toujours de la marque Breitling, 3 bagues, 4 chevalières. Chaque objet est listé. Exactement. Et l'argument qui est construit autour de cette liste est psychologiquement très puissant. En gros, leur raisonnement, c'est de dire, écoutez, si nous étions malhonnêtes, si notre intention était de détourner une partie du butin, pourquoi diable prendrions-nous la peine de tout enregistrer de manière si méticuleuse, si exhaustive et de le déposer officiellement au Trésor public? Un voleur ne fait pas de reçu. C'est bien résumé. Pour ce camp, la quittance est donc la preuve ultime de leur probité, du respect scrupuleux des règles. C'est la vision de la preuve par le résultat. Peu importe ce qu'on peut murmurer sur les étapes intermédiaires, le résultat final est là, tracé, officiel, impeccable. L'affaire est close. Attendez, l'argument me semble un peu trop facile, non? Juste parce qu'un document est détaillé, ça ne prouve pas que tout ce qui s'est passé avant était légal. Un voleur de banque pourrait très bien tenir des comptes méticuleux de son butin dans un carnet, ça n'en fait pas un honnête homme, si? Est-ce que cette quittance est vraiment la forteresse inattaquable qu'ils décrivent? C'est une excellente objection. Et c'est précisément la brèche dans laquelle les soutiens d'Hervé Patrick Opianga s'engouffrent avec une force redoutable. Pour eux, cette quittance n'est pas une preuve, c'est un cache-misère, une justification acrobatique. Leur slogan, qui est d'une efficacité redoutable, c'est « Un reçu du Trésor public ne réécrit pas le code pénal ». J'aime beaucoup la formule, c'est percutant. Ça veut dire qu'ils ne contestent pas le document lui-même, mais tout le reste.
mais les fondations sur lesquelles toute l'affaire a été construite. Ils dressent leur propre liste. Non pas une liste de montres de luxe, mais une liste de violations présumées des procédures légales. Et leur premier argument, c'est une bombe. La perquisition aurait été menée sans mandat. Sans mandat. Mais c'est la base de la base, non? Dans n'importe quel film policier, la première chose que les avocats demandent, c'est vous aviez un mandat. Ce serait une violation directe de l'article 55 du Code de procédure pénale gabonais. C'est le b.a.-ba de l'état de droit. C'est ce qui différencie une action de justice d'une descente arbitraire. Deuxièmement, ils affirment qu'aucun procès-verbal n'a été dressé sur le champ pour acter ce qui était saisi. La loi exige cette formalité pour figer la scène, pour éviter que des objets n'apparaissent ou ne disparaissent après coup. D'accord. Mais leur troisième point est peut-être le plus technique et le plus dévastateur. Ils affirment que les scellés, c'est-à-dire les biens saisis et mis sous protection, n'ont jamais été présentés au magistrat instructeur. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Pourquoi cette étape est-elle si importante? C'est une étape de vérification cruciale. C'est le moment où le juge, le garant de la procédure, contrôle physiquement que ce que les enquêteurs disent avoir saisi correspond à la réalité. C'est le maillon essentiel de la chaîne de la preuve. Ah oui, je vois. Si ce maillon saute, comment être sûr que les scellés n'ont pas été ouverts, modifiés, ou que des choses n'ont pas été ajoutées ou retirées entre la saisie et le dépôt final? C'est une rupture fondamentale de la confiance dans l'intégrité des pièces à conviction. Et pour couronner le tout, il y a cette histoire de calendrier qui ne colle pas du tout. La saisie, c'est le 20 novembre 2024. La quittance, elle, était mise le 3 décembre. Ça fait presque 2 semaines d'écart, 13 jours. La question qu'il pose est aussi simple que glaçante. Que s'est-il passé pendant ces 13 jours? Où étaient ces millions, ces Rolex et ces Audemars Piguet? Cette question en suspens est déjà très puissante. Mais ce qui renforce considérablement leur position, c'est ce qu'ils présentent comme leur argument massu, leur smoking gun, comme on dit. Ils affirment détenir une ordonnance de la magistrate instructrice elle-même. De la juge en charge du dossier? Oui. Et selon les avocats d'HPO, elle aurait écrit noir sur blanc dans ce document officiel « Les objets de la cause n'ont jamais été présentés devant nous ». Attendez, ça, c'est énorme. Si c'est vrai, si la juge elle-même a écrit ça, alors ce n'est plus juste la parole des avocats contre celle du procureur, c'est une confirmation de l'intérieur même du système judiciaire qu'une étape fondamentale a été grillée. Tout à fait. Dans ce cas, la belle quittance détaillée du 3 décembre, elle ne ressemble plus du tout à une preuve de transparence, mais plutôt à une tentative de rattrapage, de régularisation a posteriori d'une procédure qui était déjà viciée à la base. C'est précisément leur conclusion. On ne légalise pas l'illégalité par un dépôt au trésor. Pour eux, la procédure est empoisonnée à la racine, et aucun acte administratif ultérieur, aussi parfait soit-il en apparence, ne peut purifier ce qu'ils considèrent comme le péché originel. C'est la vision de la preuve par le processus. Si le chemin n'est pas respecté à la lettre, la destination n'a plus aucune valeur légale. On se retrouve donc complètement bloqué. D'un côté, un récit qui nous dit « Regardez la destination, notre arrivée est parfaitement documentée ». De l'autre, un récit qui crie « Regardez le chemin, il est plein de trous et de violence ». C'est un cas d'école de deux réalités qui s'affrontent avec un simple reçu comme champ de bataille. Et si on prend encore plus de recul, cette affaire devient le symptôme d'une question bien plus large. Une question qui concerne la confiance dans les institutions, particulièrement au Gabon, dans le contexte de cette 20e République, qui se veut une ère de rupture et de probité. Pour un régime qui a fait de la transparence son cheval de bataille, ce genre d'affaire est un véritable test de crédibilité. C'est un peu comme si on construisait une maison. La version du procureur, c'est de nous montrer le certificat de conformité final, un beau papier qui dit que la maison est habitable, et d'insister « Voyez, tout est en ordre, le document le prouve ». C'est une parfaite analogie. Et la défense répond en pointant les fondations, en disant « Peu importe votre beau certificat, vous avez construit sur du sable, sans permis, avec des matériaux de contrebande. » Votre maison est peut-être jolie, mais elle est illégale et va s'effondrer. C'est exactement ça. Cette affaire, c'est un débat pour savoir si la solidité d'une procédure judiciaire réside dans son apparence finale ou dans l'intégrité de ses fondations. Et la réponse à cette question, elle a des implications immenses pour la confiance des citoyens dans leur propre système de justice. En résumé, on a donc cette fameuse quittance, brandie par les uns comme un bouclier de transparence et dénoncée par les autres comme un écran de fumée.
La vérité, elle, semble prise en otage quelque part entre ces deux récits irréconciliables. Et cela nous laisse avec une pensée à méditer qui va bien au-delà du cas HPO. Cette affaire pose une question fondamentale, surtout pour un État qui affiche une volonté de rompre avec le passé. Que se passe-t-il lorsque l'outil même de la transparence, un reçu officiel, un document du Trésor public, est accusé de servir à masquer une procédure opaque? Quand le remède est suspecté de faire partie du poison. Exactement. Un document administratif, aussi officiel et détaillé soit-il, peut-il vraiment laver des actions passées si les fondations même de ces actions sont remises en cause? C'est un dilemme profond, car si même les preuves de la probité deviennent suspectes, sur quoi une institution peut-elle encore s'appuyer pour construire ou reconstruire le pacte de confiance avec les citoyens qu'elle sert?